Bonjour tout le monde, c'est moi, Gregory Richardson, l'auteur de Nid des Aigles, et je suis vraiment content car je suis de retour pour mon 4e épisode de GSHC 3x2 plus Overtime. Tout d'abord, je suis vraiment désolé de n'avoir pas enregistré un podcast la semaine passée. Soyez honnête, j'étais vraiment frustré après ce week-end épouvantable suite au score cumulé de 1 à 13 pour les adversaires, dont le 8-0 à la Tissot Arena contre Bienne le dimanche 5 octobre. Or, comme j'ai passé mes examens de DALF C1, je n'avais pas du temps libre car durant mon temps libre, j'avais vraiment besoin d'un peu de repos quand même. Bref, durant cette émission, je vais résumer les 4 dernières rencontres des Aigles. Puis, comme la fête des 120 ans du Genève Servette Hockey Club aura lieu ce samedi soir à la patinoire des Vernets, je voudrais bien, mesdames et messieurs, parler de 12 moments marquants de l'histoire du club pendant les années les plus récentes. Ainsi, ceinturez-vous confortablement afin d'apprendre ou de vous rappeler un peu de ce qui s'est passé dans les dernières années concernant le Genève Servette Hockey Club, car aujourd'hui, il y aura bel et bien des prolongations, puis, pourquoi pas, une séance de tirs au but, bien évidemment. Alors, bien qu'on souhaite oublier les matchs contre Lugano et Bienne le 3 et le 5 octobre respectivement, j'aimerais remercier Alessio Bertaggia et Linus Omark pour tout ce qu'ils ont fait pour le GSHC lors de leur saison ici au pied du jet d'eau. Et ça m'a vraiment fait plaisir de les voir ensemble sur la glace, surtout le Suédois, car je n'avais pas l'occasion de le voir en direct et il a livré une belle prestation avec notamment une passe décisive pour le deuxième but marqué par Connor Carrick au début du tiers médian cette soirée-là. Ils ne vont pas écouter mon podcast, mais j'aimerais aussi les remercier pour avoir pris le temps de prendre un selfie avec moi lorsqu'ils étaient prêts pour sauter sur la glace pour l'échauffement. Ce vendredi soir, personne ne peut nier que le film a pris une mauvaise tournure. Et Connor Carrick et Calvin Turcauf ont marqué un doublé et en toute fin de match, Alessio Bertaggia a ajouté du sel sur la plaie lorsqu'il a scellé le score final en cadrant son tir dans la cage désertée par Stéphane Charlin. L'on sait toutes et tous, le power play était non existant et le box play n'était pas spectaculaire non plus. Et l'on avait l'impression que les Biennois qui montaient en puissance à ce même stade pourraient battre ces Servettiens le dimanche après-midi. Et l'on n'avait pas tort. En effet, car une fois sur deux, les Aigles ne descendent pas du quart. Lors d'une visite chez les Tissot Arena, j'avais pronostiqué une victoire zélandaise sur le score de 6-3. J'ai même hésité avec le 6-2 en faveur de Bienne, mais je n'ai pas voulu être trop méchant, car malgré tout, je soutiens cette équipe. Et encore une fois, après avoir dominé les débats, c'est Bienne qui a ouvert la marque par l'intermédiaire de Tony Raella, qui venait de fêter ses 500 matchs en National League, ce qui est énorme pour un étranger. Donc, félicitations à lui, le Finlandais, car il ne cesse pas d'animer notre championnat. Ce jour-là, le petit mais prolifique numéro 25 biennois a signé un triplé, tout comme Lias Andersson. Chacun avait déjà leur doublé lorsque Maier a été chassé de ses filets, dépité et dessus, mais Charlin a subi le même sort, puisque 4 buts de plus ont fini au fond de la cage servettienne. Un de plus pour Andersson et un de plus pour Raella, comme je viens de mentionner. Puis Petr Kachka de retour en Suisse et Fabio Hofer ont aggravé les choses. C'est actuellement lors du box-play servettien que Raella a éventuellement fait l'inéluctable, mais la chose la plus importante
pour les Aigles, c'est que Noah Rod a eu un gros brin de chance lors de l'enquête concernant sa charge dangereuse en toute fin de cette rencontre. C'était déjà 6-0 pour Bienne à ce moment-là et il me semble que les juges aient pris ça en considération, tout comme les images floues qu'il a sauvées sans aucun doute d'une suspension. Au contrario, l'homme qui n'a pas été sauvé, c'était Jori Trey. Le technicien français a remplacé Yann Cadieux à la bande, ce qui était déjà une décision discutable de la part du directeur sportif Marc Gauci, surtout car les résultats étaient pires par la suite. Bref, l'on connaît l'histoire, mais ça fait toujours du mal d'y penser, car on s'est séparé un peu trop facilement du coach qui a marqué l'histoire du club en étant à la bande lors du premier titre national le 27 avril 2023, puis lors du baptême titre européen moins d'une année plus tard, soit le 20 février 2024. Après un 12e rang inacceptable en 2025, puis 3 grosses claques subies en l'espace d'uniquement 19 jours, la messe était dite pour Jori Trey et Ville Peltonen était heureusement déjà en place pour recoller les morceaux d'une équipe clairement en manque de confiance. Ce qui a joué en faveur de Ville Peltonen à ce moment-là, tout comme les autres membres du staff technique grenat, c'est qu'ils avaient 4 jours afin de préparer une recette gagnante, puisque c'était le retour de la Champions Hockey League durant la semaine suivante. Il me semble qu'ils fussent productifs, puisqu'à l'Home Hall, les Aigles ont montré un tout autre visage. Certes, l'on peut parler de la décision bizarre zougoise de titulariser Tim Wolf devant les filets, mais l'exploit réalisé signifiait un sursaut d'orgueil primordial juste avant le derby du Lac contre le Lausanne Hockey Club à l'occasion du Family Game dimanche passé. Effectivement, contre Lausanne, l'objectif était clair. Une belle revanche du 16 septembre suite à cette 11-0 catastrophique lorsqu'il pleuvait des buts partout et avec Ville Peltonen à la bande, l'équipe a été très à leur affaire devant un public en pleine voix et aussi devant des tribunes bien remplies, enfin pour la première fois de la saison régulière 2025-2026. C'était un match vraiment plaisant à regarder et les deux équipes ont bien joué, mais les Aigles avaient clairement leur main mise sur le jeu, notamment grâce à Sakari Manninen, ce dernier qui était incroyable des deux côtés de la patinoire à l'image d'ouverture du bal lorsqu'il a démontré sa patience avant d'offrir la cage vide sur un plateau pour son compatriote Jesse Puljujärvi, ce dernier qui commence à appuyer sur l'accélérateur ces derniers temps. Après ce match, il sera le post-finance top score de nouveau demain soir à la BCF Arena lors de leur rencontre contre Fribourg, car il a un premier assist en plus comparé aux statistiques de Sakari Manninen, mais je pense vraiment que l'alternance entre lui et Manninen pour la casque des flammes va durer pour longtemps, et tant mieux, car les deux Finlandais sont incroyables dès qu'ils se trouvent dans l'axe devant le but adverse. Bref, en dépit du tour de chapeau inscrit par Théo Rochette, Tim Berni et Josh Joris ont permis aux Aigles d'être à la hauteur des Vaudois avant que le jeune Simas Ignatavicius, qui a 17 ans, n'ait dévié la frappe de Tim Bozon à la 38e minute. Par la suite, le jeu s'est calmé un peu, même s'il y avait toujours des occasions pour chaque équipe. Mais avec 2 minutes qui restaient dans le temps réglementaire, Jeff Ward a pris son temps mort et Kevin Pash a quitté sa cage pour que les visiteurs puissent patiner avec un joueur de champ supplémentaire sur la glace. La défense sarratienne a tenu bon, puis Sami Niku a bêtement perdu la rondelle en zone neutre
et Marcus Gronlund était au bon endroit au bon moment pour enfoncer le clou. Ainsi, c'était 3 points de plus pour Genève, ce qui représentait un week-end à 6 points, mais quant à Lausanne, c'était leur 4e défaite consécutive et même leur 2e revers d'affilée face à une formation de Suisse romande pendant le week-end passé. Donc, Jeff Wald a du travail à faire afin de replacer ses troupes sur des bonnes rails. Cependant, malgré cela, avant les matchs de ce week-end, il y a 3 équipes romandes dans le top 6, ce qui est vraiment incroyable. Alors, je vais vite prendre le temps pour dévoiler mes médailles du week-end. Et le bronze ira à Stéphane Charlin, notamment pour sa prestation à Zug, mais il a aussi réalisé des arrêts clés contre Lausanne, malgré son mauvais déplacement lors du 2e but signé Théo Rochette. Ensuite, la médaille d'argent ira à Sakari Manninen. Impeccable des 2 côtés de la glace, puis exceptionnel aux engagements. Il permet aux Aigles de récolter le puck dans des situations vraiment difficiles et il continue à marquer des points. La perte de la casque des Flammes provisoirement ne l'affectera pas. Chapeau Sakari et merci d'avoir prolongé en janvier. Santé! Enfin, personne ne peut nier qu'il est discrètement très performant depuis le début de l'exercice régulier et son travail a enfin porté ses fruits puisque vendredi soir à Zug, il a marqué son premier point en National League avant qu'il n'ait inscrit son baptême but avec l'équipe senior en derby palpitant dimanche après-midi, juste avant la 2e pause. Et c'était également ce qu'on appelle le game winning goal. Bravo Simas et continuez avec vos efforts. J'ai beaucoup aimé votre petit geste en zone neutre lorsque vous avez fait un petit puck en cloche face aux Vaudois, puis vous êtes même allé le récolter près de la bande en zone offensive. C'est super, continuez et pourquoi pas une 2e réussite pour marquer les esprits lors de la fête des 120 ans ce samedi à la patinoire des Vernets devant des tribunes qui seront encore bien remplies. Overtime et les tirs au but. Comme vous avez bel et bien compris, ce week-end, ce sera la fête à la patinoire des Vernets et les Aigles reçoivent les Ours de la capitale. Ces derniers qui sont revitalisés suite à l'arrivée d'Heinz Ehlers à la bande. C'est le match des 120 ans de notre club de cœur. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien, si vous allez me permettre, parler des 12 moments marquants dans l'histoire récente du club. Certes, la promotion en 2002 est évidemment quelque chose que personne n'oubliera jamais, mais je ne citerai pas ce moment-là, car je n'étais pas encore fan de cette équipe. Donc, je ne peux pas raconter l'histoire proprement, et même si j'avais été là, je ne me souviendrai de rien. Alors, pour que je puisse apporter une touche personnelle, je vais commencer en 2009-2010. Puis, il y aura 11 autres faits ou moments clés à citer et à décrire. Alors, pourquoi est-ce que j'arrête à 12? Le principe est simple. 120 divisé par 10, ça fait 12. Alors, sans tarder, voici mes 12 moments préférés durant l'histoire récente du club. Il y a un petit bonus à la fin de la liste, donc écoutez bien. Numéro 1. L'acte 7 du quart de finale contre Fribourg en mars 2010. Alors, je pense que l'on pourrait citer plusieurs matchs durant ces playoffs et beaucoup d'entre vous choisiraient probablement l'acte 6 contre Berne en finale et à juste titre. Mais en premier lieu, il y avait une série à gagner contre les Dragons afin d'accéder en demi-finale. Dos au mur, après avoir encaissé une 3e défaite, les Aigles ont su inverser la vapeur sous une immense pression.
surtout car ils se traînaient 3-1 dans la série. Il y a eu cette remontada, puis durant ce match, le but de Thomas Deroons avec sa canne dans une position hors du commun lorsqu'il était au sol restera engravé dans ma mémoire pour une éternité. Quelle réussite! Alors, en parlant de Thomas Deroons, c'est lui qui a failli marquer le but historique du club lors de son air hook en finale contre Bern. Ces playoffs ne seront jamais oubliés, même si le titre était enfin décroché il y a 2 ans et demi. Numéro 2, la demi-finale de la Coupe Spengler en 2010. Les Aigles, entraînés par le Canadien Chris Moxorley, ont réalisé un exploit en se qualifiant pour le dernier carré du tournoi historique à la Vine Arena en terre grisonne. Or, menés 3-0 après le tiers initial de cette rencontre, les Genevois ont su revenir à la hauteur du SKA Saint-Pétersbourg. La défaite en prolongation contre la formation russe aura fait mal au cœur, mais c'était un nouveau palier franchi par Chris Moxorley. Chapeau à lui. Numéro 3. 9 victoires consécutives et 26 points engrangés. Après s'être planté durant l'exercice précédent, Moxorley et les Aigles avaient pour objectif de remettre l'église au milieu du village et d'attirer des gens de nouveau à la patinoire à la fois lors du début de la nouvelle campagne. Et ils ne pouvaient pas rêver mieux qu'un bilan de 9 succès de rang, dont uniquement une après la prolongation. Pour l'anecdote, ce tout petit point perdu était contre le HC Lugano dans un match où les Tessinois maîtrisaient leur sujet avec un score de 2-0 en sa faveur. Puis, ils se sont effondrés face à une équipe servétienne en pleine bourre. Et, pour citer un article écrit par Grégory Beau il y a 8 ans et 10 mois, c'est juste comme ça quand on est en confiance. Bref, c'était même 10 victoires en 11 matchs suite au 8-1 contre Rapperswil le mardi soir, droit derrière leur premier revers subi à la PostFinance Arena le samedi soir. La série incroyable de 9 victoires consécutives vient tout juste d'être égalisée par le leader actuel de cette saison, soit le HC Davos, 13 ans plus tard. Toutefois, les Aigles peuvent toujours se targuer d'avoir récolté le plus de points. En effet, c'est encore et toujours 26 unités pour Genève contre 25 pour Davos cette saison. Numéro 4. Le premier trophée à Davos le 31 décembre 2013. Grâce à un Tobias Stephan et un Robert Mayer en feu, ainsi que des attaquants à la pique de leur forme à ce moment-là, y compris Kaspar Daugavins, Dennis Hollenstein, Kevin Romy, Cody Almond, Lennart Petrel et compagnie, les Aigles ont brillé à la Coupe Spengler cette saison-là. Le travail a porté ses fruits et force est d'admettre qu'ils ont amplement mérité cette victoire en finale contre Moscou. Score final 5-3. Numéro 5. Les débuts de Noah Rod en National League. Durant la saison 2013-2014, le capitaine actuel des Aigles a été donné sa chance par Chris Moxorley. Le numéro 96 genevois a disputé 28 matchs de l'exercice régulier, puis 12 de plus en play-off. En parlant des séries éliminatoires, lors de la série contre Lugano au printemps 2014, le jeune Noah a transformé un tir au but décisif durant le quart de finale pour offrir la victoire aux siens. Numéro 6. 2 Coupes Spengler consécutives. Lorsque vous remportez le trophée prestigieux, l'équipe est automatiquement réinvitée pour le prochain tournoi, donc un an plus tard. C'était le cas pour Chris Moxorley et ses troupes qui n'ont pas boudé leur plaisir, d'abord de leur premier trophée depuis leur promotion
dans l'élite, mais aussi de pouvoir s'en aller pour une troisième fois à Davos. Même si McSorley avait une casse-tête vis-à-vis un problème de gardien, l'équipe a tenu bon et ils ont fait le boulot nécessaire pour remporter le tournoi une deuxième fois d'affilée. Numéro 7. 3 demi-finales consécutives en National League. La seconde victoire à Davos coïncidait avec une deuxième apparition consécutive en demi-finale du championnat suisse, ce qui semblait énorme pour une équipe qui n'était pas vraiment sur la carte d'hockey sur glace suisse avant l'arrivée de Chris McSorley, et de plus avec un budget très limité. Bien que le jeu de McSorley fût simple, il a su tirer le meilleur de ses hommes et il a permis aux Genevois d'y croire encore et toujours qu'un jour, tôt ou tard, Genève finira par atteindre les sommets de Suisse. Numéro 8. La fête de 10 ans de nos mascottes Calvin et Calvina le samedi 18 février 2007 et la victoire de 6-4 contre Lausanne ce jour-là. Alors, depuis 2006, Calvin et Calvina marquent les esprits des amateurs grenats, même si parfois ils nous embêtent en rentrant plein dans le champ de leur vision. Ce n'est pas pour rien alors que lors du derby passionnant contre le Lausanne HC le 18 février 2017, qu'ils ont été fêtés comme ils se doivent durant toute la soirée. La fête était belle, puis grâce à un Francis Paré qui pétait le feu, les Aigles ont remporté ce match fou. Après le but de Florent Doué à la 42e minute, les Aigles menaient 5-1 avant que les visiteurs ne remontent jusqu'à 5-4, mais c'était éventuellement une subtile déviation devant la cage de Pascal Caminada, signé Nick Spaulding, qui a scellé le résultat final. Maintenant, tout à coup, leurs 20 ans approchent à grands pas. Y aura-t-il une nouvelle fête pour Calvin et Calvina en février 2027? Numéro 9. Patemon réussit ses débuts à la bande avec l'équipe senior. Après avoir vu son contrat rompu abruptement, Chris McSorley a quitté son poste en tant que coach d'abord, puis en tant que directeur sportif un peu plus tard. Cependant, il était dans les gradins lors de la première saison complète de Patemon sur le banc, ce dernier qui venait de remplacer McSorley pour le début de l'exercice 2019-2020. Avec 4 étrangers sur la glace et un groupe de jeunes formés à Genève, Patemon avait du boulot à faire pour que les Aigles puissent se qualifier pour les playoffs. Mais c'était vraiment beaucoup mieux que ça aurait pu être. De fait, c'était la meilleure saison depuis les 3 demi-finales consécutives et ils ont manqué le premier rang par 2 petits points si je ne me trompe pas. C'était vraiment serré. Mais ils auraient dû disputer une série de playoffs tendus contre un rival de Suisse romande, soit le HCBN, pour la première fois dans l'histoire des playoffs. Mais c'était beaucoup d'efforts pour quasiment rien, car le Covid-19 s'est intervenu et c'était une saison blanche. Quel dommage. Numéro 10. Donc j'ai 2 mains complètes maintenant. La 3e finale en 13 ans en printemps 2021, au printemps 2021. Numéro 10. La 3e finale en 13 ans au printemps 2021. L'on dit toujours que la 2e saison est toujours la plus difficile lorsqu'on a eu du succès puisqu'il faudra confirmer. Et justement, malgré le contexte et les circonstances difficiles, par exemple le fait de devoir jouer les matchs à huis clos chaque soir, c'est ce que Patemon a réussi à faire, même si les Aigles ont failli se planter en toute fin de la saison régulière. Ils s'en sont sortis in extremis grâce à cette victoire contre Lugano
à la maison quelques jours après s'être effondré complètement face à Bien uniquement quelques jours plus tôt. Une fois qualifiés, les Genevois avaient les moyens d'aller jusqu'au bout malgré la blessure de Gauthier Desclous, ce dernier qui est sorti de la glace avec des larmes sous les yeux face à Fribourg. Et il avait raison d'être vraiment triste et déçu, car il était incroyable cette saison-là lorsque Mayer a commencé à jouer pour Davos pour un petit peu. Par la suite, Daniel Manzotto, l'autre gardien servetien, était solide et ni Fribourg ni Zurich pouvaient les arrêter. Mais dès qu'ils ont rencontré le train zougois, c'était fini. Et encore une fois, quel dommage. Numéro 11. Ça devient intéressant maintenant car je vais parler du contexte du titre national qui a enfin été décroché le jeudi 27 avril 2023. Et oui, la saison 2021-2022 a tourné au cauchemar. Patemon a été viré pendant la pause de novembre après cette défaite rageante après les tirs au but contre la HC Ajoie. Puis les Aigles ont pu remonter lorsque Yann Cadieux a pris les reins de l'équipe. Mais il y avait un peu trop à faire afin de pouvoir se qualifier pour le top 6. Ensuite, les Aigles se sont trompés contre Lugano en play-in et leur saison a terminé en tout début du mars. Voici le contexte pour la suite. Les entraînements ont ainsi commencé tôt et la visite traditionnelle à Cannes a permis aux joueurs de développer leur amitié. Timo Artikainen a rejoint l'équipe sur le tard et Linus Omark est revenu pour une saison afin d'aider les Aigles dans leur mission de remporter le titre. Omark, Artikainen et Tormarnes étaient extraordinaires cette saison-là. Et même si Sami Vatanen a raté une bonne partie, voire la plupart du championnat, son travail autour des vestiaires a porté ses fruits puisque c'est son doublé malgré tout durant le premier tiers contre Bienne ce jeudi 27 avril 2023 qui a permis aux Aigles de décrocher le titre. En disant cela, l'on ne gagne pas des trophées si l'équipe ne joue pas ensemble. Mayer et Desclous étaient solides comme des rocs devant leur cage et la défense était incroyable. Puis, il y avait du hockey champagne devant. Quelle saison incroyable! Mais, car il a vu des années compliquées depuis, j'aimerais bien mentionner le but incroyable de Robert Mayer dans la cage vide en toute fin du match contre Lugano lors de l'acte 6 des quarts de finale. Félicitations Robert, vous avez vraiment mérité ce titre et nous espérons toutes et tous que vous pouvez retrouver ce niveau par la suite de cet exercice. Numéro 12. Les Aigles deviennent champions d'Europe le mardi 20 février 2024. L'arrivée de Sakari Manninen à la place de Linus Omark a coïncidé avec un nouveau trophée remporté par les Aigles. Encore une fois, il y avait même une crise des gardiens et Jussi Olkinuora a volé au secours des Servetiens, ce dernier qui a fait des arrêts clés durant cette finale gagnée contre Skellefteå. Deux anciens figures importantes qui seront fêtées en famille Grenat ce week-end, soit Elliot Berton et Arnaud Jacquemet, ont combiné parfaitement pour l'ouverture du score. Puis les étrangers ont fait le reste. Tout comme 10 mois plus tôt contre Bienne, Daniel Winnick a marqué le game-winning goal à la 19e minute. Santé Daniel et chapeau. Le bonus. Alors, j'aimerais bien citer la nouvelle patinoire. L'info ne m'a pas échappé. Et oui, le jour du match contre les Rapperswil Jona Lakers, donc le 26 septembre, le Conseil fédéral a dit oui pour la continuation des développements. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que l'on avait commencé à parler de ce projet il y a une bonne décennie par le passé. Donc, nous espérons toutes et tous vraiment qu'il y aura
des progrès par la suite. Alors, sans aucun doute, il y a beaucoup d'autres moments clés ou faits importants qui ont eu lieu dans l'histoire récente du club. Mais ce qui est certain, c'est que Chris Moxorley a placé le Genève Servette Hockey Club sur la carte suisse de hockey sur glace. Et c'est ainsi vraiment dommage qu'il n'a pas été traité avec le respect qu'il aurait mérité. Idem pour Patemon et Yann Cadieux, qui ont ouvert la voie aux 2 titres. Espérons alors que Ville Peltonen, en cas du bon boulot par la suite, peut rester sur le banc, même si Sam Allen a été confirmé cette semaine en tant qu'entraîneur en chef pour la saison à venir, soit 2026-2027. Alors, mesdames et messieurs, ce sont les mots de la fin pour cette émission de JSHC 3x2 plus Overtime. Merci de m'avoir écouté et merci encore et toujours d'être fidèle à moi, mon compte et tout mon contenu. Continuez à jeter un coup d'œil sur mon compte Nid des Aigles 2526 sur Instagram ces prochains jours, car je vais publier plusieurs articles, vidéos et images en vue de la fête samedi. Au moment d'enregistrer cet épisode, il restait plus que 400 places au Vernet. Ne tardez pas à acheter vos billets, car la fête sera belle. Merci encore une fois et à la semaine prochaine pour la suite de mon aventure. Ciao et bye bye. Au revoir.